est la 3e génération. Waouh. Et aujourd'hui, j'ai mes fils avec moi, donc 4 générations. 4e génération. L'idéal, c'est d'avoir des beurres AOP, parce que c'est des crèmes qui ont vraiment... c'est une seule et unique crème. Enfin, c'est une margarine qui a été étudiée depuis longtemps. C'est quoi la marque? Ils ont fait des études pour vraiment ramener ça... Il y a comme un goût de beurre. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'avec la même recette, la même méthode de travail, le même poids, on avait une sacrée différence sur le visuel, rien qu'en changeant le beurre. Ça, c'est pour le beurre classique. Mais si c'est un beurre de tourage, comment on fait? Alors, vous voyez la différence déjà là? Ah ouais. Mais là, c'est pas pétri. Ah vache. Parce que, alors, je vais vous faire voir pourquoi. Parce que là, on va se dire... Alors là, beaucoup font l'erreur d'arrêter le pétrissage à ce moment-là. Et pourtant, au final, quand on a fini de pétrir, il ne faut pas que la pâte fasse plus de 24 degrés. Alors ça, moi, je suis pas du tout adepte de ça. Moi, ma pâte, elle peut faire 30, c'est pas... Là, notre contrainte, c'est la levure. Ouais, et la levure, il faut pas qu'on la laisse travailler. Là, nous, on veut qu'elle travaille qu'au moment où on lui dit. Et pas avant. Et c'est vrai que, en gros, c'est ça. Le patron, c'est nous. La levure, tu travailleras quand je te le dirai. Si on veut vraiment faire du travail super propre, bien propre... Ah oui, on est venu pour ça. Voilà. Hein, on est venu pour avoir l'excellence. Au congélateur. Au congélateur, pas au frigo. Après, ça va être d'une simplicité à travailler, parce que même à étaler... Magique. À étaler, ça s'étale tout seul. Ouais. Je pense à la poche de petits pois, parce qu'en fait, ça va bien répartir le froid. C'est quoi la poche? La poche de petits pois. Ah, la poche de petits pois. J'achète une poche de petits pois. Voilà. Et en fait, ça va faire un coussin bien réparti. C'est parce que c'est des billes. Bah voilà, il y a plein de billes. En fait, ça fait plein de petits glaçons. Ah bah super, donc, astuce, merci. Voilà. Bon, bah, merci. Alors, c'est de l'astuce, hein, ça c'est cool. Est-ce que tu as une technique ou une méthode pour aider les gens à comprendre que les deux sont vraiment à la même consistance? Même pas, c'est pas ça, c'est que si on fait mal les tours et si on étale trop épais, on a tout le beurre qui coule sur la plaque. Et en fait, ça arrive souvent, c'est une question qui revient souvent, ça. C'est un peu ce qui m'énerve un peu quand je vais dans les lycées. C'est qu'aujourd'hui, on apprend aux élèves, il faut 40 cm. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que certaines personnes me demandent, est-ce qu'on peut congeler nos viennoiseries? La dorure, j'aimerais qu'on parle de la dorure. Est-ce que la dorure influence sur le feuilletage? Franchement, aujourd'hui, je peux pas m'en passer. Le pistolet, c'est une dorure vraiment exceptionnelle. On a quelque chose de fin, Donc, après, bien choisir sa buse. C'est un pinceau, c'est ultra doux, quoi. C'est le plus doux des pinceaux. Et en fait, pour la viennoiserie, c'est vraiment le top. On voit souvent des grands chefs qui en ont. Ah oui. Parce que c'est vraiment... Super astuce, merci. Top. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de livres sur la viennoiserie. Parce que dans la viennoiserie, en fait, il y avait trop de livres d'amateurs. Mais c'est pareil, hein, quand je vais dans certaines entreprises, ils ont le même souci. Des fois, ils disent « Ah ben, je le mets là », et moi, je leur dis « Ben non, c'est pas assez poussé. » Ça va mettre une chaleur humide, et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut une chaleur humide, et surtout pas sèche. Mais en fait, la vraie vérité, c'est qu'il faut absolument que votre croissant cuit minimum, mais vraiment le minimum, la cuisson, de ne pas foutre tout en l'air, parce que c'est le pire. Finir en beauté avec une belle cuisson. Et si on arrive à avoir une belle cuisson, on a un beau croustillant, on a tout ça, et là, on a le top. On a le top. Salut les You pâtissiers, salut les You pâtissières. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si ça t'intéresse, surtout n'oublie pas de t'abonner. Et moi je te dis à tout de suite. On fait le tour de la recette, hein, c'est bon, là on va passer au tourage. Pour le tourage, pour commencer déjà, est-ce que tu préconises température pour travailler confortablement la pâte, quoi?
on travaille les pâtes entre 14 et 16 degrés, c'est le top, quoi. C'est le top. Dès lors qu'on commence à dépasser 16 degrés, on commence à rentrer dans les chaleurs excessives pour travailler la pâte. Après, voilà, ça dépend le beurre qu'on utilise, parce qu'il y a des beurres... je cherche le nom. Mince, un point de fusion. Un point quoi? Ça dépend du beurre qu'on utilise, parce qu'il y a des points de fusion qui sont beaucoup plus hauts pour certains, beaucoup plus bas pour d'autres. Bon, admettons, nous, c'est pire, parce que nous, c'est un beurre ménager. Beurre ménager, en plus, bien souvent, on me demande, parce que moi, je travaille avec de l'AOP, Charente-Poitou, et au final, dans les supermarchés, on a des petites plaquettes de 250 grammes d'AOP. Moi, au final, c'est le même. Hein, si on veut vraiment travailler à l'aise, c'est vrai que 16 degrés, c'est bien, quoi. L'été, c'est mieux de travailler très tôt le matin, hein, non? Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est l'idéal. Moi, je travaille la nuit, justement. L'été, j'essayais de faire le maximum la nuit. Voilà. Et l'hiver, on ouvre les portes. Et sinon, il faut vraiment, le secret, de toute façon, c'est le froid, quoi. Le secret, c'est entre le congélateur et le frigo. Le congélateur, il faut faire attention, parce qu'on a tendance à avoir les beurres qui refroidissent avant le milieu. C'est pas évident de gérer ça, mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de le laisser au congélateur quelques minutes, de le remettre au frigo. Enfin, faut vraiment, de toute manière, si votre gluten rétrécit, tout de suite il faut mettre au froid. C'est qu'il est trop chaud. Une pâte qui rétrécit, en fait, une pâte à croissant qui est bien froide, quand vous donnez un coup de couteau au moment de la découpe, il faut aucun rétrécissement. S'il y a un rétrécissement, c'est qu'en fait la pâte est trop chaude. Et ça gâche le croissant. Le problème, c'est qu'on va avoir le beurre qui va... En fait, le but... Mal feuilleté, quoi. Ouais, parce que le but, en fait, dans l'histoire, c'est d'avoir des feuillets bien... le plus propre possible, le plus parfait possible. On veut pas que on veut pas que le beurre fonde dans la pâte. Si le beurre fond dans la pâte, on fait de la brioche. Et ce qu'on appelle le terme brioché. Ça, c'est un signe de trop chaud, quoi. C'est pas possible. D'accord. Donc, pour le beurre, s'il te plaît, dis-nous si on peut avoir des croissants comme les tiens, ou en tout cas se rapprochant, parce que les tiens sont parfaits, se rapprochant des tiens à la maison sans beurre de tourage. Est-ce que c'est possible pour toi? Bien sûr, oui. Après, j'ai envie de dire, c'est comme ce que je prends. Il faut prendre un beurre AOP. J'ai envie de dire, c'est vraiment, on veut vraiment faire quelque chose de qualitatif à la maison. Il y a des plaquettes de 250 grammes en beurre AOP. Et ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage de matière grasse. Généralement, moi par exemple, c'est un beurre AOP qui est assez qualitatif. Il fait 84% de matière grasse. Donc 84%, c'est vraiment le haut du pavé. C'est un beurre de tourage. Voilà, c'est un beurre de tourage. Je sais même pas si c'est marqué tourage. Vous voyez, on n'a même pas l'appellation tourage. Il n'y a même pas marqué beurre sec. C'est des crèmes qui sont maturées pendant 16 heures. Je pense que c'est ça qui confère aussi ce goût un peu particulier à ce beurre. C'est un beurre de tourage. Je crois que tu prends la marque Lescure. Lescure. Donc c'est vraiment, c'est quand même assez rare, parce que la plupart du temps, les AOP sont à 82%. Mais là, on est vraiment sur du haut de gamme. Parce que nous, en tant que particulier, on n'a pas le 84%, mais on a le 82%. C'est bien. Et c'est le top. C'est le top. C'est franchement meilleur en goût. Donc je préfère perdre un peu. Qu'est-ce qui est la différence, en fait, c'est que là, quand vous allez prendre une plaquette d'AOP 82%, alors moi je suis pas dans le beurre, mais on a quelques infos. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mélange de crèmes. D'accord. Qui sont pas forcément même français. Tu peux la secouer un petit peu? L'idéal, c'est d'avoir des crèmes AOP, parce que c'est des beurres AOP, parce que c'est des crèmes qui ont vraiment... c'est une seule et unique crème pour réaliser le même beurre. S'ils mélangent 10 crèmes et qu'il y en a une qui est pas bonne... Et aux États-Unis, tu sais comment on fait pour trouver un bon beurre Alors, aux États-Unis, si on est professionnel, je pense à Paris Gourmet, qui est très présent. C'est un distributeur qui va jusqu'au Canada et qui vraiment travaille avec la France très étroitement. Mais voilà, ils travaillent avec du beurre français. Ils arrivent à... Le seul truc qu'ils importent pas, c'est la farine. Mais en tant que particulier, on peut acheter chez Paris Gourmet? Alors, en tant que particulier, non, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'à l'étranger, je ne sais pas si on peut trouver de l'AOP. Donc, moi, si je vis aux États-Unis, je vais acheter un beurre, je regarde le pourcentage aussi. Je regarde 82% de matière grasse. Et... on va dire que logiquement, c'est du bon. Et s'ils ont la chance d'arriver à trouver de l'AOP de chez nous... C'est encore mieux. Je pense que sans faire de chauvinisme, je pense qu'il doit y avoir des beurres de bonne qualité à l'étranger. Donc, et les acides gras saturés, c'est important ou pas?
Alors là, j'en sais rien du tout, là. Là, c'est trop technique, là. Non, donc toi, tu regardes que le gras, quoi. En fait, moi... Parce que moi, je regarde les deux. Non, parce que, en fait, nous, en fait, on a plusieurs beurres à notre disposition dans le métier. Et au final, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Il y a... C'est soit la margarine. Je trouverais idiot aujourd'hui de travailler de la margarine. Alors qu'aujourd'hui, il y a une demande quand même végane. Donc j'en fais aussi à la margarine. Parce que les véganes, c'est margarine. Donc aujourd'hui, que sur commande, je peux faire des croissants margarine. On rappelle que tu fais des croissants véganes chez toi, donc on peut venir t'acheter des croissants véganes. Alors on peut pas venir, mais on peut me les commander. On peut te les commander, on appelle. Alors chez moi, on ne trouvera pas de croissants véganes, mais par contre, je suis ouvert à toute vente de croissants véganes sans problème. Et tu me disais que tu peux très bien réussir un croissant avec du lait d'amande. Bien sûr. Sans œufs, bon pour ceux qui sont allergiques aux œufs. Avec du lait d'amande. Lait de soja, donc tu mets et avec les mêmes quantités. Je mets les mêmes quantités. C'est les mêmes quantités, tu utilises du lait d'amande et à la place du beurre, tu mets de la margarine. Margarine. D'accord. Une margarine spéciale feuilletage ou pas? Ah, c'est une margarine spéciale tourage, bien sûr. D'accord, spéciale tourage. Ça existe. Donc tu fais comment alors pour vendre tes super... En fait, moi j'ai la chance d'avoir un bon beurre de tourage. D'accord. Enfin, c'est une margarine qui a été étudiée depuis longtemps. C'est quoi la marque? Alors c'est Pâtisses France qui vend ça s'appelle Mimétique. Mimétique. Voilà, c'est une margarine. C'est une margarine vraiment qualitative. Enfin, elle a été vraiment étudiée parce qu'en fait. Pour le tourage. Pour le tourage, et puis ils ont fait des études pour vraiment ramener ça. Il y a comme un goût de beurre presque. Donc il y a vraiment un travail sur la margarine. Quoi. Et toi, t'aimes bien cette margarine? Ouais, parce qu'il y a un petit levain de blé dedans. Donc mimétique. Voilà. Mais après, c'est vrai que des beurres végétales, il y en a énormément. Après, c'est vrai que là aussi, il y a du bas de gamme et du haut de gamme, quoi. Ouais, d'accord. C'est comme beaucoup de produits. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de faire un pain au chocolat ultra, je veux dire, haut de gamme, vegan. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Et à la maison. Ah oui. Mais c'est pas le même... Enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment le beurre, on n'a pas le même. On n'est pas sur les mêmes propriétés, quoi. Du coup, alors, moi, quand je fais mes croissants ou mes pains au chocolat à la maison et que j'utilise le beurre classique l'AOP Poitou-Charentes, qui n'est pas un beurre de tourage, j'adore le goût, mais je trouve que ça peut être moins bien qu'un beurre de tourage. Comment je peux faire pour compenser ça, quoi, pour avoir justement un beau feuilletage, parce que tu dis qu'on peut réussir des super croissants avec un beurre classique. Le plus dur avec ce beurre-là, justement, de toute façon, même moi, quand je travaille, la difficulté de ce beurre-là, c'est que c'est des beurres qui sont des points de fusion très bas, quoi. Donc, on le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fond très vite. Ça fond très vite. Voilà, c'est des beurres qu'il faut même pas sortir. Il faut les sortir dès qu'on veut travailler. Et j'ai envie de dire, vu que là, on est sur des plaquettes, sur ma chaîne YouTube, justement, je le dis souvent, préparez votre beurre à la taille qu'il faut. Ouais, mettez-le au froid. Voilà, étalez-le, mettez-le au froid, et de le laisser au froid et de le sortir au moment du travail. Ça, c'est le genre de beurre qui peut... Ce beurre, il reste 1 heure au froid, parce que voilà, je me suis mal organisée. Mais là, c'est même mieux. Hein. Ah oui? Ah oui. Mais il risque pas d'être trop froid et d'être cassant? Non. Parce qu'il y a des beurres qui cassent comme ça, qui sont trop froids, quoi. Si c'est vraiment de l'AOP à 82%... ça n'arrivera pas. Non, parce que c'est des beurres, si on les laisse, allez, 1 minute d'heure, ils sont déjà... D'ailleurs, on peut faire le test, hein, en sortant, si on essaye de faire un accordéon comme ça, et que ça casse, là, on attend un petit peu, mais ça reprend très très vite. Hein. C'est là un peu la différence dans le travail du beurre de tourage, c'est que bien souvent, même si c'est plus ou moins les mêmes beurres, les beurres de tourage, ils sont plus élastiques. Voilà, ils ont une plastique. On appelle ça de la plasticité. Pardon. Ça gratte. Ouais. Je vais prendre un verre d'eau après. Mais c'est vrai que. Prends-toi un verre d'eau. Je vais prendre un verre d'eau. On le fait beaucoup parler, le pauvre. Ça parle. Moi, je suis floue, hein. Ouais, c'est pas grave. Oui, donc en fait, alors si c'est pas un beurre de tourage, si c'est l'AOP par exemple, on le met au froid et on le met directement sur la pâte. Ça c'est pour le beurre classique. Mais si c'est un beurre de tourage, comment on fait? Si j'utilise finalement, j'arrive à avoir un beurre de tourage à la maison. Alors là, c'est là que ça devient. Voilà. Parce que moi, ça, je trouve ça compliqué, quoi. Mais c'est là que ça devient compliqué parce qu'en fait, même pour nous boulangers, quand on a notre beurre, quand on a notre beurre de tourage qu'on connaît
D'ailleurs, c'est toujours pareil, hein. On en revient toujours au même, c'est de connaître son produit et sa matière première. Moi, je connais mon Lescure, je sais que je n'ai pas besoin de le sortir. Oui, parce que... Je le sors du frigo, je le travaille. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'il y a des travails, d'ailleurs quand je m'en vais en formation chez des artisans, je demande toujours c'est quoi leur beurre, parce qu'il y en a, ils demandent. On finit par voilà, il y a des beurres, il y a certaines marques où il faut le sortir au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Oui, c'est ça. Alors là aussi, c'est là que ça devient très intéressant l'histoire, hein, parce qu'on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte, qu'avec la même recette, la même méthode de travail, le même poids, on avait une sacrée différence sur le visuel, rien qu'en changeant le beurre, quoi. Mais en fait, le beurre peut vraiment influencer sur le visuel. C'est-à-dire qu'il y a des beurres qui sont tellement secs, ce qu'on appelle nous secs, des beurres secs. Ils sont tellement secs qu'en fait, ils retiennent l'humidité, le feuilletage, et ils sont moins explosifs. Sans faire de... Voilà, le beurre Lescure, c'est vrai qu'il a une explosivité très importante. On a un produit très volumineux, avec un poids normal. Mais sur certains beurres, ils sont tellement secs que des fois, même si je voulais avoir le même volume que j'ai avec mon beurre Lescure, il faudrait que je le fasse même plus gros, en poids. Et visuellement, c'est des fois... Genre, j'avais déjà posté des photos sur mon Insta. Alors, il faudrait retrouver la photo, mais j'avais mis le même poids. Et visuellement, ce qui était marrant, c'est que c'était même pas le même poids. Sur ma photo d'Insta, j'ai un croissant de mémoire qui fait 65 grammes, qui est super beau, bien gonflé. Et c'est la même pâte, je le précise vraiment. C'est la même pâte, sauf que j'ai touré 2 pâtons différents. Et l'autre, il fait 10 grammes de plus, et il est plus petit. C'est là qu'on se rend compte que le beurre a un pouvoir quand même... énorme sur... Ouais, c'est vrai que si on a un beurre trop sec, c'est pas non plus... Donc, étant donné qu'il y a 50 000 marques de beurre de tourage, au début, quand on me disait il faut que ce soit la même consistance, c'est super, c'est quoi la même consistance? J'y comprenais rien. La consistance, ça veut tout dire et rien dire. Au début, je prenais la température du pâton et du beurre, et quand je trouvais que c'était à peu près la bonne texture, je voyais quelle température j'étais, et j'arrivais à comprendre. J'arrivais à comprendre grâce à ça. Est-ce que tu as une technique ou une méthode pour aider les gens à comprendre que les deux sont vraiment à la même consistance? Justement, moi je partirais plus, je ferais même abstraction du froid, enfin de la température. Parce qu'au final, la température, on se rend bien compte qu'elle ne veut rien dire. Elle veut rien dire. Le pâton, de toute manière, lui, quand on va le travailler, on le sort automatiquement du frigo. On ne le laisse pas du tout réchauffer. Au moment du travail, on le sort directement du frigo. D'accord, donc quand je le touche, il doit être froid. Il doit être à 3-5 degrés. Là, c'est un frigo, j'ai envie de dire, ménager. Oui. Généralement, il est à 5 degrés. D'accord, donc il doit être à la température du frigo. Température du frigo. C'est pour ça que moi, je préconise toujours de faire sa pâte à croissant la veille. Oui, pour qu'elle ait vraiment le temps d'être froid. Parce qu'on peut faire une pâte à croissant en direct, ce qu'on appelle en direct, c'est-à-dire le jour même. D'accord. Mais on aura toujours ce problème d'une pâte qui n'a pas assez pris le froid. Voilà, c'est surtout le froid, parce que c'est même pas le goût. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent la fermentation de ça. Mais alors moi je suis pas du tout d'accord, parce que la fermentation, on n'en veut pas. Produit croissant, je veux pas de fermentation. C'est pas du pain, quoi. Vraiment, nous on veut du coup de beurre et du feuilletage. Mais il y en a qui vont dire d'accord, si c'est que le froid, je le mets au congélateur. Alors non, parce que là, du coup, on va pas pouvoir, on va péter le gluten, on va... Ouais, voilà. Donc, non, il faut rester... La température idéale, si on peut, on va dire, c'est entre 0 et 3 degrés. Vraiment... Du pâton. Voilà, si on peut, c'est vraiment... Le pâton, il doit faire entre 0 et 3 degrés. Parce que là, justement, le risque, c'est si on met un beurre trop mou dans un pâton froid, en fait, là, c'est là qu'on parle de consistance. Il faut que le beurre ait la même consistance que la pâte, au départ. Oui. Parce que bien sûr, après, on va le travailler. Mais au départ, il faut pas c'est pour ça qu'un beurre à 82% qu'on a acheté dans le commerce. Mais justement, on veut savoir comment faire pour avoir la même consistance, c'est ça? Je pense qu'il faut démarrer par ça. C'est sortir sa plaquette de beurre, la mettre à la taille qu'il va falloir pour l'enchasser. D'accord. Le remettre au frigo. Remettre la plaquette de beurre au frigo pour qu'elle soit bien froide. Et là, à partir de là, quand le beurre, on ressort le beurre. Quand il est en bonne plasticité, là on sort son pâton et on l'enchasse, et là on attaque le travail. C'est à partir de là, et là on sera exactement la même plasticité les deux, parce qu'en fait si on a un beurre qui est cassant, il va casser à l'intérieur du pâton,
Si on a un beurre qui est trop mou, bah c'est pareil, il va s'étaler dans le pâton et il va remonter. Et pour peu en plus qu'on a... Alors, s'il est trop froid et pour peu qu'on ait mal pétri sa pâte, c'est souvent ce qui arrive, c'est le marbrage. C'est-à-dire que le beurre va remonter sur la première couche de pâte. Et en fait, on va voir comme des marbrures, en fait. Parce qu'en fait, le beurre, il s'est complètement disloqué. Tout à fait, tout à fait. Là, on est nickel. Donc là, au frigo, jusqu'à demain. Et là, demain, on sortira au dernier moment pour enchasser le beurre. Et ça sera nickel. Hop. En fait, on enveloppe le beurre que je viens de taper, là. Voilà. Donc on vérifie à chaque fois que ça bouge pas. Parce que ça a tendance un peu à rouler comme ça. Vous pouvez le faire à la veille, vous pouvez... Là, il n'y a pas besoin d'attendre le jour même pour faire ça. Mais si je le fais la veille, est-ce que le lendemain, quand je sors le beurre du froid, il ne sera pas trop froid? Ah non, non, non. Non, non, le beurre, c'est... Surtout sur... Là, comme on parlait, là, on est vraiment sur du beurre l'escure. Enfin, moi, je suis sur du beurre l'escure, mais... voilà. Là, on part sur du Poitou-Charentes 82%. C'est vraiment ce qu'on avait dit tout à l'heure. Là, non, non, au contraire. Parce que c'est des beurres qui reprennent très vite la température. Et justement, il faut pas hésiter même à les faire en amont. Donc là, on essaye vraiment, on le sent à la main. Là, je sens que j'ai un trou, là. Bon, c'est pas... Mais enfin, voilà, si on veut. On sent que c'est régulier, qu'il n'y a pas de trou, que c'est vraiment partout pareil. Il n'y a pas plus de beurre là que... C'est surtout ça qui est important. Donc à ce stade-là, là, il faut attendre un petit peu. Là, on l'a chauffé en le travaillant. Là, il vaut mieux le mettre au frigo, voire même au congélateur si on est pressé. Il faut pas qu'il soit trop mou, quoi. Donc il faut plus avoir, entre guillemets, peur d'un beurre trop chaud que d'un beurre trop froid, en fait. Ah oui, parce que trop froid, on peut attendre un petit peu et puis on va le voir, mais ça reprend tellement vite, ça. Ouais. Là, le temps que je sorte ma pâte, tout ça, il sera bon. Je vais le mettre légèrement au congélateur, là, mais vraiment le temps d'aller chercher ma pâte, je le mets au congélateur que j'ai à côté de moi, là. D'accord. Et quand la pâte sera là, il sera bon. Okay. Parce qu'on est vraiment sur une feuille à cigarette, là. Là, ce qui bulle, en fait... Il faut que ça bulle. Bah, en fait, c'est pas ce qu'il faut que ça bulle, mais c'est tout à fait normal. C'est que tu as un bon gluten. Ouais. C'est presque... Voilà, il faut qu'il y ait des bulles, quoi. Et c'est important aussi, justement, de dégazer. En tout cas, moi, j'aime bien que ça soit bien dégazé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on dégaze mal? Si on laisse trop de gaz? C'est pas vraiment un problème, mais disons qu'on va avoir plein de bulles d'air dans le tourage. Et du coup, on va avoir des feuillets qui ne seront pas aussi nets que si on n'avait pas... Là, en fait, je suis comme si j'étais sur... Je prends toujours ce comparatif, mais comme si on était sur une pâte feuilletée, sans levure. Ouais. Alors, tu as vu, on vient de le mettre, t'es témoin. Hein, là, on est vraiment en live. Minute, quoi, hein, ah ouais, c'est... Franchement... Et regarde ça. Là. Ah oui, c'est mou quand même. Ah oui, c'est mou, mais ça... Il faut pas qu'il... Là, le truc... C'est qu'on puisse, alors je dis moi faire l'accordéon, j'exagère, mais il casse pas, et on peut faire un accordéon avec, quoi. Moi je vais le décoller, alors là on va le faire, donc moi en fait je le mets au milieu, voilà, vous voyez, et ça se décolle tout seul. Ouais. Bon là on pourrait l'avoir à peine un petit peu plus dur, c'est pas gênant. Donc là tu vois, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, la vidéo, le but c'est vraiment... Alors c'est ça qu'on beurre la pâte, d'accord? Alors là, ouais, moi j'appelle... Donc le marbrage, pour toi, c'est à la base parce qu'on a mal pétri la pâte? Alors c'est pas forcément mal pétri, mais c'est que souvent le marbrage vient d'une pâte qui est trop souple. Alors souple parce que trop d'eau? Voilà, trop d'eau. Justement, parce que moi, dans mes recettes, je le dis bien, c'est plus ou moins 450 ml d'eau. Donc, alors attends. Ouais. Le marbrage, c'est parce que la pâte est trop souple. Voilà. Si la pâte est trop souple, il y a plusieurs raisons. Soit on a mis trop d'eau, soit elle est peut-être trop chaude.
Alors la chaleur, elle n'a pas trop d'incidence. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, perso, là, je prends... Alors, je fais RIC pour certains, mais je prends très rarement la température de ma pâte pour les croissants. Contrairement au pain où je prends tout le temps la température de la pâte. La température de mes croissants m'importe, mais alors... bon, je travaille avec de l'eau très fraîche. Oui. Pas glacée, mais fraîche. Donc le marbrage, pour toi, c'est... Trop mis d'eau. Tromido. Mal pétri aussi. Mal pétri, c'est-à-dire, alors c'est forcément... quoi mal pétri? C'est trop pétri ou pas assez? C'est quoi? Pas assez, parce que alors là, tout à l'heure, on parlait de farine forte en protéines. D'accord. Et qui dit forte en protéines, en fait, elles vont mettre plus longtemps qu'une farine normale. Elles vont être beaucoup plus longues à former le réseau. Le réseau glutineux. Voilà. Parce qu'en fait, il va falloir étirer ces protéines. En fait, pour former le réseau, il faut étirer les protéines. Oui. Moi, perso, je suis sur 3 minutes en première pour mélanger. Donc, la plus basse vitesse pour mélanger ces ingrédients. D'accord. 3 minutes. Ça, c'est quand tous les ingrédients sont dedans. Voilà. Là, tu commences à pétrir 3 minutes en première vitesse. Voilà. Et après, je commence toujours... Alors, c'est toujours pareil. Si on est à la maison, j'ai envie de dire... Là, on va parler maison. On va faire amateur et professionnel parce que là, il y a deux choses différentes. Oui. Parce que là, on est sur des petits bols. Là, on va commencer à 5 minutes en deuxième. Donc deuxième, je dis toujours parce qu'il y en a qui me posent la question. C'est-à-dire qu'on va imaginer que sur un robot ménager, on a 1, 2 et 3. D'accord. Bon, c'est là, on est au milieu. Moyenne. Classe moyenne. En fait, il ne faut pas que le batteur force. Oui. Et pas non plus qu'il aille trop vite. D'accord. Au bout de ces 5 minutes, on va regarder ce qu'on appelle le réseau glutineux. Alors en fait, c'est quoi? C'est comme un chewing-gum qu'on va étirer. Alors, au bout de ces 5 minutes, est-ce que la pâte aura décollé normalement? Ah bah, de toute façon, une pâte à croissant... Elle doit décoller dès le départ. Dès le départ. Sinon, il y a trop d'eau. Ah oui. C'est pas une brioche. Alors, dès le départ, pendant la première vitesse à 3 minutes, là, voilà. Au tout début, elle doit décoller. Elle doit jamais coller. C'est une pâte qui ne colle jamais, ça. Ah oui, parce que moi, du coup, souvent c'est le cas, et du coup, ça veut dire que j'ai mis trop d'eau. Ah oui, t'as mis trop d'eau, enfin, il y a trop de liquide. Donc la pâte à croissant, elle doit se décoller dès les premières minutes. Une pâte à croissant, une fois, même mélangée à la main, parce que on peut très bien mélanger la main et passer la deuxième directement. Ouais. On doit avoir une boule très vite. Qui colle pas à la main. Colle pas à la main. Voilà. Si ça colle, ou si ça colle aux parois, ça se décolle pas dès le départ, c'est qu'il y a trop d'eau. Là déjà, on démarre très mal. On démarre très mal. Il faut recommencer. Non, on peut. Ou est-ce que je peux mettre la farine? On peut rajouter un peu de farine. Il y a toujours moyen de changer ou remettre une petite recette dessus. À la limite. D'accord. Refaire une petite recette dessus. Je jette pas le pâton. Mais non, je jette pas. Non. Puis on peut refaire une petite recette, je sais pas moi, un tiers de la recette. Bon, ça en fera plus. Ouais. Mais après, la pâte en elle-même, elle peut se congeler. Hein, y a aucun souci. Si j'ajoute la farine alors que tout est déjà pétri, ça abîme la pâte? Alors là, c'est pas bon. Vaut mieux le voir en amont. Ouais. Et j'ai presque envie de dire, vaut mieux à la limite rajouter de l'eau que de la farine. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, bassiner. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux à la limite qu'elle soit trop dure en fin de pétrissage et dire, ah, elle est vraiment très dure, il faut que je rajoute un peu d'eau. Que le contraire. Et je mets quelques gouttes d'eau et on appelle ça bassiner. Et d'ailleurs, on a énormément de pâtes, nous, en boulangerie, où on fait ça en fin de on le prévoit même. Généralement, on est entre 42% et 50% d'eau. Généralement, c'est la fourchette. Ouais. La fourchette basse, la fourchette haute. D'accord. On va dire. Okay. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc à la limite, si on ne connaît pas notre farine, j'ai presque envie de dire, commencer à 420 grammes d'eau, 420 millilitres. Je ne sais pas comment, ce qui arrange les gens, mais que ce soit millilitres, c'est en grammes, 420 grammes d'eau pour 1 kg de farine. Vaut mieux à la limite commencer comme ça, et alors à la fin des 3 minutes de phrasage, de mélange, voir la pâte comment elle est. Si elle est très 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 dure, c'est un caillou, là on se dit, on peut rajouter un petit peu. Et là on peut, justement, ce qui est intéressant, c'est de peser son eau pour la prochaine fois. Déjà, il y a un truc qui ne trompe pas, si on voit que la farine elle a du mal à se mélanger au bout des 3 minutes, des fois ça peut arriver, que la farine elle a vraiment du mal, là c'est que c'est trop dur. Hein. Là il faut rajouter un peu d'eau. Il faut même l'aider, rajouter un peu d'eau, et là on peut rajouter ces fameux 30 ml pour arriver à 45. D'accord. Et après ça peut jouer encore à 10, 20, 30 ml de plus ou de moins, quoi. D'accord. Mais généralement, en moins de 42, c'est pas possible. D'accord. C'est vraiment une farine, alors là, il faut l'acheter. Il est quasiment impossible d'avoir un truc parfait dès le départ. Dès la première fois, j'achète mes farines. Quand on ne connaît pas... Non, franchement, il faut... Ceux qui vous font croire ça, c'est du n'importe quoi. Nous, les premiers... Impossible. C'est impossible. Ben, sinon, je serais déjà au chômage parce que je fais pas mal de formations dans les entreprises, justement.
Et c'est pas une tare en soi. Hein, au contraire, oui. Non, parce que c'est intéressant, parce que des fois, on se penche pas assez sur nos produits. Oui. Et moi, j'ai mis longtemps à assimiler ça. C'est vrai on suit souvent des recettes. Oui. Hein, moi, j'arrive souvent chez des patrons pour donner un cas théorique. Moi, quand j'arrive chez les patrons, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de savoir déjà ce qu'ils font avant moi de leur donner ce que je fais. Et souvent, ce qui revient, c'est assez flagrant, c'est... Ben moi, ma recette, c'est ça. Et la recette, elle est écrite, et c'est marqué 3 minutes en première, 5 minutes en deuxième. Mais au bout des 5 minutes, ils ne cherchent pas à comprendre, ils retirent. Et c'est là qu'il faut vraiment chercher à comprendre, c'est... On veut un résultat, et ce résultat, il faut le regarder. Et moi, ça peut être... aujourd'hui, j'ai jamais le même pétrissage de jour en jour. C'est-à-dire que nous, on fait tout à l'œil. C'est-à-dire qu'au bout de ces 5 minutes, on va regarder ce qu'on appelle, nous, le réseau gluténeux. Et le réseau gluténeux, en fait, voilà, il y a une façon de le regarder. Et des fois, ça se joue à 1 ou 2 minutes près. D'accord. Mais des fois, on va être à... nous, en tant que professionnels, on est beaucoup plus souvent sur du 6 jusqu'à 11 minutes. C'est énorme, mais là, il y a on a 11 minutes, c'est pas choquant. Donc là, c'est une eau bien froide qui sort du frigo. Voilà. Donc là, moi, je connais déjà mon dosage, donc je mets tout. Donc là, j'ai 240 millilitres, parce que moi, au total, je suis sur 48% d'eau pour 1 kg. Mais voilà, là, je pense que voilà, on peut partir à 220, comme on disait tout à l'heure, ou 200. Pour 200, c'est un peu faible, mais 220 si on a peur. Au début, si on ne connaît pas trop sa farine. Donc toujours le crochet, bien sûr. On ne pétrit pas qu'autre chose. Hein. Et là, on va partir sur 3 minutes de mélange en première vitesse. Alors 3 minutes, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de temps au final. Là, je dis 3 minutes, c'est vraiment le maximum. Mais là, ce qu'on veut, c'est que ça soit bien mélangé. Donc là, je fais toujours attention. Là, je suis en première vitesse, mais je veux pas que non plus que mon robot il fatigue. Donc je l'accompagne. Hein. En mettant une petite vitesse un peu supérieure, parce que sur des petits robots comme ça, malheureusement, on peut pas. Ils n'ont pas la force pour rester en première vitesse. J'ai fait une petite erreur, c'est qu'on aurait pu mettre se garder un petit peu d'eau pour juste humidifier à la fin, quoi. Parce qu'il y a toujours un petit résidu de farine qui reste en bas sur des petites quantités comme ça. Nous, on n'est pas habitué sur les grosses quantités, mais sur les petites quantités, on a toujours un petit reste de farine. Donc là, on va arrêter. Là, tout est mélangé. Et vous voyez, là, ça colle pas. Il n'y a rien qui colle. Là, on a... Bon, il n'y a rien de mélangé, hein. Mais on a quelque chose. Ouais. Là, on a vraiment quelque chose de... Enfin, ça colle pas... Donc là, tu vois, on est sur un mélange qui est pas du tout homogène, bien sûr, mais qui colle pas au doigt. Enfin, ça colle légèrement. Là, si je le mets là, comme ça, j'exagère. Voilà, ça colle légèrement au doigt, mais on n'est pas sur... Ça se tient, quoi. Ça s'est vite décollé des parois. Oui, là, il faut vraiment pas qu'il... Là, on est vraiment sur quelque chose de pas mélangé, mais qui colle pas aux parois. Voilà. Là, pour moi, on a la bonne consistance. Donc là, on va partir sur 5 minutes en deuxième vitesse, parce que sur un petit batteur comme ça, on chauffe vite les pâtes. Par contre, s'il y a des pros qui nous entendent, généralement, je pars sur 8 minutes. On va mettre en deuxième. Alors, j'espère que ça va pas trop... Là, je baisse un peu. Faut pas que le batteur, il faut pas qu'il force. Mais voilà, faut que ça soit... trouver le bon rythme pour avoir un pétrissage pas trop intensif. On va dire entre 4 et 5 minutes. Là, on va juste regarder déjà, puis redescendre un peu, parce que le problème sur des petites quantités comme ça, on a souvent la pâte qui remonte en haut. Et du coup, celle d'en haut, elle se pétrit pas. Donc, il ne faut pas hésiter à redescendre en cours de... Donc déjà, on voit quand même une différence. Donc là, on commence déjà à avoir un début de pétrissage. Mais là, on est encore loin du pétrissage. Parce que, vous voyez, là, si j'essaye de faire un réseau, j'arrive à rien faire. C'est pas pétri, les protéines sont pas encore assez étirées. Donc là, on n'est vraiment pas... Et pourtant, visuellement, on pourrait croire que c'est pétri, quoi. Là, si j'étire, déjà, en fait, on voit, là, c'est tout grumelé, c'est pas lisse, ça déchire de suite. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment
vraiment pas pétrie. Là, tu vas voir la différence tout à l'heure, elle est mais vraiment flagrante. D'accord. Toujours en deuxième. Et arrivé à ces 5 minutes, enfin entre ces 4 et 5 minutes, ce qu'il faut faire après, si on a peur d'aller, mais on peut pas aller trop loin au final parce que des fois on me demande le surpétrissage. Le surpétrissage, ça serait vraiment flagrant, ça serait de pétrir 15 minutes. Enfin là, il y a un gros souci quoi. Nous, comme je disais, sur les grosses quantités, on pétrit jusqu'à 11 minutes. C'est plus le sous-pétrissage qu'on risque de... Voilà. Parce qu'à la limite, si on surpétrit, ce qui est franchement bon, assez rare quand même, mais imaginons qu'on surpétrit, ça serait vraiment chauffer la pâte, le gluten serait fait, mais on chauffe la pâte. On a une incidence aussi sur le gluten parce qu'on va chauffer le gluten. Donc attention, il faut trouver le juste milieu. Mais à ce moment-là, si ça arrivait, il faudrait de suite mettre au froid et pas de laisser pointer la pâte, quoi. Donc là, je vais arrêter. Et pourquoi tu préfères mettre le beurre de fourrage dans le pâton? Bah, disons que déjà, je reste sur le même produit, de A à Z. Et il a déjà une plasticité qui est intéressante pour ma pâte, quoi. Disons que j'ai un bon beurre dès le départ, et qui est très bon. Et en fait, c'est pas parce qu'il est tourage qu'il est interdit pour... C'est beaucoup plus facile de faire des grosses quantités que des petites. Donc c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de temps. Vous voyez, là je suis vraiment... C'est à peine un peu mieux, mais on n'a rien là encore. Là, on est encore... Là, si on fait des croissants avec ça, on est sûr de la catastrophe. Là. Donc là, on relance. Et je sais pas si vous avez vu au fond, je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais au fond, ça collait. Ça colle encore un petit peu. Et ça commence à se décoller légèrement. Généralement, le réseau, alors ça c'est une remarque que moi je me suis fait, mais il apparaît correctement dépasser les 20 degrés. Quoi. Par exemple, nous, une pâte bien pétrie dans la boulangerie, c'est 23, 24, 25. Voire moins pour la tradition, on peut aller jusqu'à 22. Mais le réseau gluténeux, en dessous de 20, il a vraiment du mal à se faire, quoi. Et pourtant, au final, quand on a fini de pétrir, il ne faut pas que la pâte fasse plus de 24 degrés. Alors ça, moi, je suis pas du tout adepte de ça. Moi, ma pâte, elle peut faire 30, c'est pas... Quoi? Alors je vais... Il y en a, ils vont avoir d'accord, parce que les oreilles qui saignent, mais... Partout, ouais, non, moi, en fait, si on est parti avec des bases bien froides, du beurre froid, tout ça, et il n'y a pas de raison, et puis après, on s'adapte, c'est surtout au moment du pointage, on l'adapte, quoi. On le voit si c'est trop chaud. Voilà, j'ai augmenté à peine un peu, j'étais peut-être un petit peu bas. Voilà. Là, je suis un peu haut. Morceau, parce qu'en fait, il faut le faire en plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à... Alors, la méthode, en fait... Enfin, la méthode. C'est de prendre un morceau. Pas trop gros, ça sert à rien. Généralement, on fait une boule. Comme ça. Voilà. On fait une petite boule grossière. Et après, on prend ses 2 pouces et ses 2 doigts comme ça. Et on essaye d'étirer. Comme si on prenait une pâte pour faire du chewing-gum. Alors, vous voyez la différence déjà là? Mais là, c'est pas pétri. Ah, wesh. Parce que, alors je vais vous faire voir pourquoi. Parce que là, on va se dire... Alors là, beaucoup font l'erreur d'arrêter le pétrissage à ce moment-là. Moi, je l'aurais arrêté là. Déjà, on voit... Comme un voile. On voit des nervures qui sont pas uniformes, déjà. D'accord. C'est pas net. Et le truc... Alors là, en plus, ça tombe bien. On va le refaire. C'est ça, une fois qu'on a tiré les gluten. Alors, c'est un truc à faire... Là, il faut y aller tout doucement. Enfin, tout doucement. Et en fait, c'est le test du pouce. Donc là, mais déjà, on le voit, déjà avec mes doigts, ça casse trop facilement. Et ça, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire aussi que quand vous allez faire pousser vos croissants, si ça, déjà, ça casse là, ça va pas s'arranger. Hein. C'est maintenant que la vérité, elle sort. Donc, vous voyez, là, j'arrive à le faire, par rapport à tout à l'heure, on voit déjà du mieux. Mais c'est encore trop fragile. Et c'est ça qui peut faire que les croissants cassent comme je Ah ouais, ça casse. Disons qu'on n'aura pas un beau gonflant. Donc là, arrivé à ce stade de visuel, là, il manque vraiment... là, on va aller minute par minute, quoi. Allumé, hein, on va remettre en deuxième. Alors déjà, vous voyez, en bas, c'est décollé. Alors c'est pas évident à voir, peut-être sur la vidéo on le voit. Si, on le voit très bien. Mais tout à l'heure c'était collé en bas. Ouais. Donc déjà c'était pas bon. D'accord. Là on commence à être pas mal là.
C'est pour ça, hein, c'est vraiment, il faut vraiment pas avoir peur de... Donc ça, c'est vraiment l'étape cruciale. Ah ouais. C'est vraiment... Bah j'ai envie de dire, une fois qu'on... Tout à l'heure, tu me disais pour la farine, c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment trouvé notre dosage, c'est bien, mais après, c'est le pétrissage, quoi. Là, on va s'arrêter. Hop. Donc là, je redescends toujours, j'en profite. Hein. Et je vais prendre ici. Déjà, je sens à la main que j'ai déjà une nervosité dans la pâte que j'avais pas forcément tout à l'heure, quoi. C'est déjà un peu plus... Donc là, on va étirer. Ça, encore un peu fragile. Alors, des fois, il faut pas s'arrêter seulement à un seul morceau. J'aime bien en prendre deux à chaque fois parce que ça dépend aussi si je pris la pâte qui était sur le crochet en haut. Ah, oui. Attention parce que c'est forcément... Alors, il faut y aller doucement, hein, il faut pas y aller non plus trop fort. Parce que c'est pas non plus... Mais là, on voit déjà... Alors, c'est pas encore bon. Hein. Mais on voit déjà que c'est moins brouillon, on a beaucoup moins de nervures. Tu vois? Je sais pas si tu te rends compte, tu regarderas quand tu referas la vidéo. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je le vois, parce que c'est vite. Mais on commence à avoir un voile presque propre. Oui, pas de nervures. Beaucoup moins de nervures. Oui, pas de nervures. Quoi. Mais il reste encore assez fragile. Il manque encore un petit peu de consistante. Donc là, on remet encore. Et ça, c'est vrai que tu fais bien de me faire une vidéo dans ce sens-là, parce que là, je l'ai jamais encore fait. Même un côté bien lisse. Parce que si on n'a pas... tu vois déjà, le réseau là. Là. Ah oui, la vache, il n'y a plus de veine. Là, on a vraiment... Là, déjà, je peux faire un voile beaucoup plus... Et là, déjà, en forçant, parce que là, j'y vais. Hein. Mets-toi plus au milieu. Ouais, là, je force quand même... Enfin, je force. Là, j'ai une résistance. Là, il faut y aller. Ah, et là, j'ai fini. Mais rien à voir avec ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi. En fait, quand tu mets le pouce là, tu sens que ça résiste à déchirer. Ah ouais, là, si je recommence, là, bon, je vais refaire ça un autre bout parce que là, après, là, le problème, c'est qu'on force sur le gluten et on va le déchirer tout de suite. Ouais. Mais là, si, hop, là, comme si j'ai tiré un chewing-gum. Alors là, des fois, ça marche pas parce que je le prends mal. Mais voilà, là, déjà, on voit qu'il y a un voile. Alors là, je vais remettre quelques secondes pour que ça soit... Parce que je pense qu'il y a de la pâte du dessus qui a mal encore été mélangée. Là, on le voit, c'est encore trop fragile. Là. Mais là, il manque vraiment... Là, c'est une histoire de secondes. Là. Ah ouais. Je vais la sortir carrément, on va se mettre sur le tour. Ça sera plus simple, plus joli. Donc là, on va reprendre un morceau. En fait, il faut y aller. Il ne faut pas non plus y aller comme un... Mais là, on est bien. Voilà. Et là, on a un beau réseau, on y va tranquillement, on le tire. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une homogénéité dans le... Si on voit qu'il y a beaucoup de nervures qui sont pas encore... ça, en fait, c'est les gluten qui sont mal étirés. On pourrait se permettre encore de mettre quelques secondes sans souci. Et en fait, si tu touches, tu vas voir, en fait, on a vraiment de la force, quoi. Et là, en fait, si tu as un beau gluten... Ça me fait penser aux fesses de bébé. Exactement, mais touche, tu vois. C'est exactement ça, quoi. Franchement, c'est super lisse. Tu vois, en fait, c'est ça. Il y a un découlement après dans la recette qui est très important après. Il n'y a pas que ça. Après, il y a tout un processus derrière qui fait que... En fait, c'est là qu'on voit la PLF, c'est beaucoup de petits éléments. Une fois qu'on a ça... Il y a, alors je sais pas si tu veux qu'on en parle de suite, mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pétri notre pâte, il y a une chose importante, c'est de la sortir, bien sûr, sortir sa pâte. Et là, il faut alors la boulée. Moi, je la mets en forme d'olive, je l'appelle ça. D'accord. Donc, je la mets comme un ballon de rugby. Oui. Mais très très serré. En fait, c'est très important. En fait, c'est de lui donner sa force là, parce que si on lui donne pas une force là. En fait, c'est comme le pain. Là, on rentre comme dans la même chimie que le pain. En fait, dans le pain, on appelle ça, on fait des rabats, on fait tout ça.
Et en fait, ça a une incidence aussi sur le gluten, parce qu'en fait, on va forcer notre pâte à avoir un bon réseau gluténeux, en plus du pétrissage. Justement, alors moi, c'était ma problématique. J'avais fait une fois 2 pâtons côte à côte. Une que j'avais directement aplatie et mis en carré plat directement au frigo, comme ça, bien plat. Et l'autre que j'avais rabattu comme un ballon de rugby, comme tu dis. Et quand le lendemain je suis arrivée, il y en avait une qui avait explosé, qui voulait sortir à tout prix. Laisse-moi m'échapper du film plastique. Et l'autre, elle est restée complètement plate. Et je ne savais pas à ce moment-là qu'est-ce qui était mieux pour le croissant. Est-ce qu'il valait mieux que ça soit explosé comme ça? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Parce qu'en fait, quand tu vas ça, t'avais bon sur l'un. À la limite, si je devais prendre une préférence, je prendrais celle qui a explosé. Mais c'est pas forcément bon parce que t'as eu trop de ferment pour le coup. Trop de ferment. Et du coup, t'as perdu de la levure. Et alors toi, ça découle après. Pour gonfler au. Alors tu vas avoir pris un peu trop de goût en fermentation, donc alors ce qui est pas négligeable non plus. Il faut un juste milieu. Mais c'est pas forcément ce que je cherche. On cherche pas un goût de fermentation dans le croissant. En tout cas, moi personnellement. Et moi, je veux préserver justement mon ferment, qui est la levure, pour qu'il me donne tout au moment de la pousse. Donc ça, c'est vachement important. En fait, non, là, quand tu vas sortir ton pâton, c'est de bien serrer ta pâte. Donc là, vraiment faire ton ballon de rugby bien serré. Bien serré, c'est-à-dire donc, de toute façon, tu vas le boulet, mais bien serré. Et de le laisser entre 15, maximum 20 minutes, suivant la chaleur. Donc j'ai envie de dire, s'il fait une pièce à 20 degrés, on peut laisser pendant 15 minutes dehors, bien toujours protégé. Alors à partir d'une fois que le pétrissage est fini, pire ennemi, c'est le courant d'air. On ne veut plus de courant d'air. Donc là, il faut soit un linge. Mais je suis même pas pour un linge. Si on met un linge, il faut qu'il soit humide. Parce que moi, avec les sacs de congélation, je les ouvre. Mais ça aussi. Et ça, c'est très bien. Ça marche très bien aussi. Donc en fait, sac de congélation, enfin voilà, quelque chose pour bien le protéger. Et là, tu le laisses 15, maxi 20 minutes. Ah ouais, parce que. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le pointage. D'accord. Donc ça, c'est le pointage. Alors il y en a qui vont dire 1 heure. Moi je mets 30 minutes. Mais c'est vrai que 30 minutes, je trouve que ça gonfle beaucoup. 30 minutes, en fait, c'est trop, surtout sur un petit bâton. Donc 15-20 minutes max. Et à quelle température? Température ambiante 22, 24 c'est généralement ce qu'il y a dans une maison, entre 20 et 22. 15-20 minutes, mais vraiment 20 minutes c'est grand maxi pour moi. En tout cas pour moi, voilà. Attention, moi je dis toujours, c'est ma vérité à moi, c'est pas forcément la vérité de tout le monde. Mais en même temps, t'es champion du monde. Mais j'aime bien. On pense avoir des bons conseils quand même. Et une fois qu'on a ces 15-20 minutes de fermentation, donc de pointage, là on prend son rouleau, on l'étale comme tu as fait. Là tu l'étales, donc tu dégazes. Le fait de dégazer déjà, tu vas lui redonner de la force encore. Donc toi tu dégazes avec le rouleau, pas forcément à la main. Mais même à la main. Oui, même à la main. Moi je dis au rouleau, là tu dégazes, et là tu le mets dans ton plastique. Et là, il y a une chose qui est très importante. C'est de le passer au congélateur de suite. Ah oui, d'accord. Là on passe pas au frigo. Là on le met au congélateur. Pourquoi? Pour bloquer toute fermentation. Là on bloque tout. Donc là, on veut plus que ça fermente. Ah non, on veut plus. Enfin, moi, en tout cas, voilà. C'est ma vérité. Je veux pas que ça fermente. Donc, je bloque au surgélateur. D'accord. Alors, c'est là que c'est différent pour chacun. Il faut pas que ça congèle. Il faut surtout pas que ça congèle parce que le fait de congeler, on va affaiblir le gluten et on va casser le gluten. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut vraiment juste... Juste stopper. Voilà, endormir la fermentation. D'accord. Donc, en fait, on va attendre jusqu'au moment où... Quand on appuie, on sent que c'est ferme, mais que c'est pas congelé. Voilà. D'accord. On sent que c'est froid. Voilà, on sent que c'est très froid au milieu, surtout au milieu, on touche. En gros, c'est combien? 15-20 minutes? Parce que c'est vrai que ça va commencer à refroidir sur les périphéries, et après ça va attaquer le milieu. Nous, on veut vraiment qu'il y ait un ensemble. Quand on appuie au milieu, que ça soit bien dur, mais pas congelé. Quand on sent que ça commence à bien être bien dur, là, on le sort, et on le met au frigo. Mais en gros, c'est... Alors, juste la base, généralement, c'est une indication. Entre 20 et 30 minutes. Dans le congélateur. Ouais, dans le congélateur. Mais on surveille entre les 20 et les 30. Voilà, 20 minutes, il les faut largement dans un congélateur. D'accord. Et il faut doubler le film, il faut... Alors, quand on fait cette opération-là, de bien l'aplatir avant de le mettre au congélateur, bien sûr, on le met dans un film. Comme tu dis, soit on le met dans une poche et on la ferme bien. Mais une seule poche, une seule poche. Non, justement, il faut qu'il soit... Et même si vous avez de la viande ou des petits pois, je pense à la poche de petits pois parce qu'en fait, ça va bien répartir le froid. C'est quoi la planche de petits pois? La poche de petits pois. Ah, la poche de petits pois. J'achète une poche de petits pois. Voilà.
Et en fait, ça va faire un coussin bien réparti. C'est parce que c'est des billes. Bah voilà, il y a plein de billes. En fait, ça fait plein de petits glaçons. Ah bah super Donc, astuce, en fait, voilà. merci. Oh bah, merci. Alors, c'est de l'astuce, hein, ça c'est cool. Donc ouais, non mais ça c'est vrai que disons que ça va permettre d'avoir ton pâton qui va refroidir vite fait et partout. D'accord. Parce que le risque de le mettre, j'ai envie de dire, alors, à la différence si tu le mets sur une grille, oui. exempt de rien en dessous, rien en dessus. D'accord. C'est vraiment, c'est naturel. Les périphéries vont se mettre en premier. Et après, c'est l'intérieur. Ouais, et en fait, on va avoir une différence de froid. Ouais. On va avoir le milieu qui va. Alors, la personne elle dira, ouais, mais c'est encore mou au milieu. Alors que mais derrière, ça va être dur. Toi, ce que tu veux, c'est le froid uniforme. Voilà. Partout. Donc, c'est vrai que le coup des petits pois, souvent, c'est utilisé quand on a un coup ou quoi. Mais ça marche très bien. En dessous et au-dessus. Si on peut, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et là, par contre, il faut faire gaffe parce que je pense qu'au bout de 15 minutes, peut-être on est bon. D'accord. Parce que ça va faire un effet très rapide. Donc il faut que c'est comme ça doit être comme du beurre dur. Voilà, comme du beurre dur exactement. On peut rentrer encore le doigt, mais on sent qu'il y a une résistance. Et là, à partir de là, on prend notre pâton et on le met au frigo. Toute une nuit. Voilà, au plus haut, parce que il faut savoir que le froid monte. Bon. Mais c'est vrai que le plus haut c'est le plus froid. Ok. Donc à partir de là, jusqu'au lendemain. On aura une pâte qui aura bien reposé et on verra, c'est plus facile à travailler une pâte qui a été pétrie la veille. Et même nous, dans notre métier en tant que professionnels, une pâte qui est faite 1 heure ou 2 heures avant, on est toujours obligé de laisser un repos entre les 2 tours. Moi, j'ai fait... Alors que là, sur un pâton comme ça, qui a été fait la veille, on a le droit d'enchaîner. Bon, je suis pas trop pour non plus. Mais... Au moins, laisser juste un quart d'heure. Soit enchaîner, moi j'enchaîne. En fait, quand vraiment la pâte est très froide... Et là, c'est vrai que le lendemain, quand vous allez faire le tourage, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le beurre, machin, entre chaque tour, on se remet entre nos petits pois là. Entre chaque tour. Au congélateur. Oui. Au congélateur, pas au frigo. Au congélateur. D'accord. 15 minutes toujours. 10. Comme tu dis, la même punition. Ouais, 10-15 minutes. En fait, il faut vraiment qu'on travaille toujours un pâton qui soit entre 0 et 3 degrés, 4 degrés. C'est vraiment l'idéal. Si on veut vraiment faire du travail super propre, bien propre... Ah oui, on est venu pour ça. Voilà. On est venu pour avoir l'excellence à la maison. Il faut compter des fois entre 2 et 3 manipulations avec... voilà. D'accord. On le préétale, on le remet entre nos petits pois. C'est vraiment le truc sympa, ça. Alors pareil, avec 2 feuilles, pour éviter qu'il y ait contact. Ça soit ou on laisse juste le plastique de l'emballage, ça suffit. Mais on n'hésite pas de remettre tout le temps. D'accord. Et après, la pâte, après ça va être d'une simplicité à travailler, même pour ceux qui des fois n'ont pas pensé à ça. Ils vont se dire, mais c'est... Parce que même à étaler... Magique. À étaler, ça s'étale tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'on force pas, quoi. Parce que si on force, c'est que c'est pas bon. Il n'y a pas à forcer, logiquement. Et la farine, est-ce que tu mets beaucoup de farine quand tu tours? Rien. Tu mets aucune farine? Aucune farine. Tu tours, ça tourne tout seul, voilà, pas de farine. Alors, on est un petit peu obligé d'en mettre. Au tout début. Mais vraiment, vraiment très, 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 très peu. Le moins possible. Ah oui. En fait, c'est pareil, plus vous allez en mettre de la farine, plus ça va ternir le produit, en fait. Ça va lui donner un côté terne et pas brillant. Et là, du coup, on va être sur un produit qui va manquer de brillance, quoi. Donc là, en fait, il faut mettre un plastique dessus. Et on va la laisser une 15-20 minutes. Et après, c'est là qu'on va venir l'écraser. D'accord. Et la bloquer directement au congélateur. À partir de ces 15 minutes passées, on ne veut plus du tout qu'il y ait de fermentation. Jusqu'au lendemain. Et en fait, si on a bien fait alors ça étonne certains quand je vais en formation, tout ça, parce que si vraiment on a bien fait le blocage de la fermentation au congélateur, le lendemain, quand vous allez prendre votre pâte, elle n'aura pas bougé. En fait, le but, ça va être vraiment de dégazer légèrement. Alors moi, j'aime bien le faire au rouleau au début comme ça. Vous voyez, déjà, on voit le gluten qui retient les gaz. Et c'est tout lisse. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est impressionnant à quel point c'est... Voilà. Là, on n'a pas... Donc ça, on va pas le dégazer plus parce que ça, c'est déjà bien mince. Là, En gros, on est à combien, là, par exemple là, on est à peu près à 12 mm. Enfin, je sais pas, 1,5 cm.
Là, c'est vraiment, c'est juste dégazé comme ça. Voilà. Moi, je vais le mettre sur ma... Voilà. Là, on sent quand même, on entend les petites bulles qui éclatent. Oui, ça, c'est normal, ça. Ah oui, oui, c'est non, non, c'est nickel. Ouais. Ouais. Là, c'est nickel, mais voilà, on cherche pas à dégazer. Voilà. Donc là, on va remettre une feuille par-dessus. Enfin, une feuille du film. Donc là, on peut faire comme ça, voilà. Remettre le film par-dessus. Là, je peux emballer comme ça les deux. Ils se toucheront pas forcément. Et ça, je vais le mettre, soit je le mets directement comme ça, là, comme je suis. On le met une poche de petits pois en dessous. Hop, on le pose dessus. On met l'autre poche de petits pois par-dessus. Et là, on va laisser entre 15 et 20 minutes, à peu près. Et il va falloir que ça soit... On sent que ça soit dur. En fait, on sent que c'est vraiment froid, mais dur, mais encore un peu mou. Mais on le fera voir, de toute façon. Ouais. Direction congélateur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, on vient de sortir du congélateur. Donc pour montrer, alors ça va pas être évident à montrer comme ça visuellement, mais... Là, on est vraiment... Attends, on va rapprocher la plaque. Ouais. Voilà, donc là, on est vraiment... Enfin, c'est pas évident à montrer comme ça, mais on est vraiment sur quelque chose de très froid, ouais, mais pas congelé. Alors, voilà. Si on prend la température... Ah ben, on va le prendre, voilà. Alors en fait, là, vraiment, tu vois, on n'est pas congelé, parce qu'il faut pas congeler, parce que si on congèle, on casse un peu le gluten. Ouais. Mais on est quelque chose sur quelque chose de très froid. Déjà, là, qui, ben voilà, on est à 3 degrés. C'est ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être sur la même consistance. Et du coup, la même température. Voilà. Alors, bah, pas forcément, parce que ça va être, c'est quand même assez, ça dépend le beurre. Parce que si on est sur, par exemple, tu disais tout à l'heure le beurre président, qu'il faut sortir 1 heure avant, ouais. Si je le remets à 3 degrés, il est intravaillable. Donc 3 degrés, c'est parfait, quoi. Là, on est vraiment, bah, ça veut dire que la levure, elle va retravailler, c'est normal, elle va être juste endormie, mais elle va plus, ouais. Voilà. Elle va être anesthésiée. Là. Voilà, les 3 degrés. En fait, le but du congélateur, c'est de descendre le plus rapidement possible à 3 degrés. D'accord. Parce que 3 degrés, c'est la température du frigo. Pour bloquer le Et là, si j'avais mis, en fait, si j'avais mis directement ma pâte au réfrigérateur, j'étais à 26 tout à l'heure. Ouais. Pour descendre de 26 à 3 degrés, ça a été très très long. Ouais. Et là, j'aurais eu de la fermentation. Ouais, ouais. Ça peut être aussi une référence. Le but, c'est ça, c'est de ne pas être congelé. Après, si on est à zéro, on est à zéro. C'est pas... Ouais. On est à la limite. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je le sors et que sur le côté, il est croûté, il est glacé? Non, non, c'est pas grave, mais il faut éviter quand même que ça soit congelé, quoi. Mais après, c'est déjà arrivé, je crois que c'est tous arrivé, d'oublier sa pâte et de dire, mince, bon, bah, le lendemain, on la sort, elle revient et ça marche. Ouais. Mais ça donne une petite faiblesse, parce que ça casse un petit peu le gluten. Alors, une fois que j'ai fait le tour double et le tour simple, si je laisse mon pâton des heures, par exemple, même je refais le lendemain, faut pas. Non, ce sera trop froid. Mais non, non, en fait, c'est pas ça. C'est que là, la fermentation va... Bah, en fait, il va y avoir une fermentation qui va se faire. C'est inévitable. Oui. En fait, ça va pousser. Ouais. Et du coup, on va désagréger. On va désagréger nos feuillets. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que le fait de mettre au congélateur et de faire notre tourage et de bien respecter les temps comme ça, et de ne pas non plus exagérer dans les temps, et de toujours avoir le truc au froid, c'est qu'en fait, on veut se rapprocher du plus possible d'un feuilletage sans levure. En fait, c'est comme ça que je peux l'expliquer. C'est-à-dire que quand on fait un feuilletage, on ne se pose pas la question du froid, si on le laisse 3 heures dans le froid. Parce que c'est que du feuilletage. Voilà, c'est que du feuilletage. Là, il y a du lever. Là, notre contrainte, c'est la levure. Ouais, la levure. Et la levure, il ne faut pas qu'on la laisse travailler. Là, nous, on veut qu'elle travaille qu'au moment où on lui dit. Et pas avant. Et c'est vrai que, en gros, c'est ça. Le patron, c'est nous. La levure, tu travailleras quand je te le dirai. Elle a travaillé un petit peu en début. On l'a bloquée. Maintenant, on veut qu'elle soit bloquée jusqu'à la fin du façonnage. D'accord. Et si on la laisse comme ça au frigo jusqu'au lendemain, elle va reprendre le dessus. C'est mort. Et le lendemain, c'est mort parce qu'on va avoir le beurre qui va se mélanger. Enfin, disons que quand on va étaler, on va dégazer. Ouais. Et on va tout casser le boulot qu'on a fait en amont.